Donc moi je réfléchis sur la question du hasard et du déterminisme depuis mon enfance. D'accord. Et je cherche à comprendre le phénomène de synchronicité depuis, je l'ai compris, hein, mais depuis mon adolescence, depuis mes études. Et j'élabore une théorie du temps qui permet de le comprendre depuis plus de 20 ans, 25 ans même. Et je l'ai formalisé, je l'ai publié, je l'ai expliqué dans différents livres depuis une quinzaine d'années. Alors comment elle s'est développée? C'est en cherchant à comprendre le phénomène de synchronicité et en ayant compris, d'après les résultats de la science, hein, la relativité générale, la mécanique quantique, mais je vais peut-être pas tout expliquer, que le futur était déjà réalisé et que le passé existait encore. C'est-à-dire que si on veut avoir une physique cohérente, on est obligé d'accepter que le futur est déjà réalisé et que le passé existe encore, parce que ce qu'on appelle le présent en physique, ça n'existe pas, purement et simplement. Alors comment peut-être comprendre ces notions? Parce que c'est intuitivement peut-être difficile à saisir de prime abord. Alors on peut le comprendre en considérant ce qu'on appelle le futur ou le passé comme étant tout simplement le territoire d'un multivers. C'est-à-dire que le temps n'existe pas en tant que créateur de ce qui arrive. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas un temps qui crée, mais c'est pas celui-là. Nous vivons dans un temps qui n'est pas un vrai temps, qui n'est pas le créateur du futur en train d'advenir. Le futur en train d'advenir est déjà créé comme un territoire qui est déjà créé. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous marchez sur un sentier, dans une forêt, vous n'êtes pas en train de vous dire que ce qu'il y a devant le sentier, c'est en train de se créer en même temps que vous avancez. On fait cette erreur. L'illusion du temps linéaire consiste à faire cette erreur. En réalité, notre futur est déjà créé, mais il est déjà créé selon de multiples variantes qu'on appelle le multivers. De même que votre sentier de randonnée est déjà créé selon de multiples variantes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une destination, l'intention d'aller vers une destination, mais vous allez en changer, parce que par exemple, la météo va changer, donc vous n'allez pas prendre le même chemin. Eh bien, le futur, le multivers futur auquel on a affaire pour ce qui nous concerne, on peut le concevoir de manière très simple, hein, je simplifie bien sûr, avec cette image du territoire de randonnée avec les multiples possibilités de futur. Cela dit, à un moment donné, il est nécessaire, pour conserver la cohérence de la causalité, il est nécessaire que le futur existe, le futur vers lequel on va existe réellement. Alors là, on emploie une autre image qui est l'image du GPS. C'est-à-dire que il est nécessaire que le tracé vers lequel nous allons, donc ce qu'on appelle notre futur actuel, existe réellement. Parce que s'il n'y a pas de tracé, on aurait des problèmes avec la causalité. Et donc la véritable évolution, c'est une évolution qui a lieu hors du temps, par modification progressive du tracé GPS qui nous emmène vers notre futur. Futur qui donc est flexible, c'est-à-dire qu'il y en aurait plusieurs possibles qui coexistent. Futur qui est flexible. J'utilise aussi une autre image métaphorique qui est plus valable pour l'échelle collective, qui est de dire que tout se passe comme si notre évolution collective, enfin individuelle également, c'est un peu comme si on avançait dans un tunnel invisible qui oriente nos pas et donc notre destinée pendant toute notre vie. Or, ce tunnel, il peut bouger et donc notre futur peut changer. Et pourquoi est-ce qu'il bouge? Parce qu'il est plongé à l'intérieur, ou alors simplifions les choses, hein, parce qu'il faut voir les choses de manière plus simple. Donc je simplifie. Tout se passe comme si ce tunnel est flotté sur un océan qui contient des vagues, et que ce sont ces vagues qui le font bouger. D'accord? Et donc c'est un océan, on pourrait appeler ça un océan quantique, c'est l'océan du vide.
Et le vide est quelque chose qui n'est pas du tout vide, mais qui est rempli de vibrations infinitésimales, dont j'ai montré qu'elles étaient capables d'agir sur le cours des événements. C'est-à-dire que ce que j'ai montré dans mes publications, dans mes livres et dans mes publications, c'est que un petit rien tel que une vibration infinitésimale, quand je parle d'infinitésimale, ça descend jusqu'à la longueur de Planck, 10 puissance moins 34 mètres, pouvait agir sur le cours des événements. Et il n'y a pas lieu de s'étonner que l'infiniment petit agisse sur le cours des événements. Je dirais même plus, le cours des événements est réglé par l'infiniment petit. Une information dans l'infiniment petit est aussi puissante pour déterminer le cours des événements qu'une information macroscopique. Simplement, l'information microscopique va mettre un certain temps avant de déployer son effet. Et ça, c'est quelque chose qui est mal compris par la physique, parce que c'est quelque chose qui vient de la théorie du chaos, sauf que on a limité la notion de chaos à certains systèmes ayant certaines propriétés d'instabilité, etc., alors que le chaos est présent partout dans la nature. À chaque fois qu'il y a une interaction entre particules, entre objets, etc., il y a ce que j'appelle une perte d'information qui nécessite d'être comblée et qui explique pourquoi il faut rajouter des dimensions supplémentaires à l'espace-temps et qui explique pourquoi l'infiniment petit, le vide, agit en permanence sur notre réalité. Alors je précise que, bien entendu, c'est valable à long terme, après un certain temps. Bien entendu, la causalité et même le déterminisme continuent de déterminer le cours des événements pendant un certain temps. Et ce n'est qu'à long terme, c'est-à-dire que dans le futur, que notre trajectoire à vivre dans le futur est influencée par ces fameuses vibrations du vide. Est-ce que c'est comparable à l'effet papillon ? Oui, disons que l'effet papillon permet de comprendre juste un aspect des choses, mais disons, le phénomène qui est à l'origine de l'effet papillon ne fait pas que engendrer le chaos, ce qu'on appelle le chaos, et d'ailleurs il n'engendre pas vraiment l'effet papillon parce qu'il existe l'effet inverse. C'est-à-dire que l'effet papillon, c'est quelque chose qui a été un peu... on en a fait une publicité un peu outrancière. Et si l'effet papillon était réel, on ne pourrait pas avoir un futur qui existe déjà et qui fluctue, parce que la moindre modification engendrerait un collapse, un effondrement de l'espace-temps lui-même. Mais il existe l'effet inverse. Et en fait, ce que j'ai démontré en lien avec ce que je vous dis sur la perte d'information, c'est l'effet inverse à l'effet papillon, c'est-à-dire que il y a une résistance du futur, c'est-à-dire que vous avez beau modifier ce qui arrive dans le présent, eh bien, le futur va toujours avoir tendance à se reconstituer. Le papillon ne va jamais réellement créer un cyclone de l'autre côté de la planète parce qu'il y aura un phénomène de stabilisation qui va l'empêcher. Ce que vous dites également, c'est que le futur a un impact sur notre présent et qu'il y a un système de rétrocausalité, c'est ça ? Voilà. C'est-à-dire que la causalité, elle fonctionne mathématiquement dans les deux sens du temps, que l'idée de la flèche du temps qu'on oppose à cette conception-là, c'est juste une illusion qui provient du fait qu'on a mal compris l'information en physique. Et dans la conception où le futur est déjà réalisé et où il peut changer, vous imaginez bien que si le futur change, bien ça va à un moment donné changer les trajectoires du GPS pour nous emmener vers ce nouveau futur. Et donc il y aura un impact dans le présent qui sera ultérieur au changement qui a eu lieu dans le futur. C'est-à-dire que nous avons d'abord
dans un autre temps, évidemment, que celui qui est qui est le temps habituel, que j'appelle le temps cybernétique. On peut l'appeler le temps de l'éternité, etc., tout ce qu'on veut. Nous avons, dans ce hors-temps, donc, un futur qui peut changer avant le changement qui aura lieu dans le présent et qui permettra de rejoindre ce nouveau futur. Et ça, effectivement, c'est difficile à comprendre pour notre condition quotidienne de vie, puisqu'on a quand même la sensation, même si on prend notre histoire, que ce qui a été fait est fait, voilà. et que le futur, finalement, voilà. peut être imaginé, mais n'est pas encore réalisé. Voilà. Comment expliquer cette sensation, finalement? En fait, cette sensation que nous avons, c'est justement ce qui nous rend bêtes. C'est ce qui nous empêche d'être intelligents, c'est ce qui nous empêche d'être réellement humains. C'est vraiment la modification de notre perception du temps qui va nous faire basculer dans un nouveau paradigme. C'est vraiment l'itinéraire que j'ai suivi. Mon parcours le démontre, puisque maintenant, je n'ai aucun problème, personnellement, pour considérer les choses de cette manière, c'est-à-dire cette idée que tout évolue réellement hors du temps et que le futur peut advenir avant ce qui arrive dans le présent pour nous y conduire. Et moi, je me suis habitué à cette idée et je la trouve beaucoup plus cohérente que l'illusion dans laquelle le commun des mortels continue d'être plongé. Simplement, les physiciens, ils ont fait leur travail avant moi. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé que sur le tard, sur cette scène-là. Peut-être que le fait d'être un ingénieur m'a permis d'explorer ça plus avant par des calculs numériques, etc. Mais vous avez des gens comme, en France, des physiciens comme Étienne Klein, Marc Lachiaiseray, Thibaut Damour, et même d'une certaine manière Carlo Rovelli et d'autres qui ont annoncé avant moi que le temps n'existait pas et qu'on devait s'habituer à vivre avec l'idée que le futur pouvait être déjà réalisé. Et le fait de penser de cette manière vous oblige à envisager la possibilité que nos pensées puissent agir maintenant sur notre futur. Et d'autres scientifiques que moi ne s'y sont pas trompés. Différents courants de développement personnel parlent souvent d'instant présent. Qu'est-ce que c'est cet instant présent dans votre... comment ça s'articule avec vos idées sur le temps? Alors, il y a l'instant présent, qui est le présent tel qu'on le ressent, et il y a ce qu'on appelle l'éternel présent. Et l'éternel présent, c'est la totalité du passé et du futur, c'est la totalité des potentiels à vivre dans le futur et des potentiels reconstituables dans le passé. Ça, c'est l'éternel présent. Et donc, nous sommes dans cet éternel présent, capables d'agir sur notre futur par notre intention. Imaginez que, au lieu de ne pas voir notre futur, nous puissions le voir. D'accord ? Donc, ça y est, tout d'un coup, la brume se désépaissit et je vois le futur vers lequel je vois l'ensemble des futurs vers lesquels je peux aller. Et là, vous pouvez à ce moment-là comprendre que mon intention est ce qui va me faire aller vers le futur que j'ai choisi, puisque je vais le voir. D'accord ? Eh bien, en fait, c'est exactement comme ça qu'il importe de considérer la réalité aujourd'hui. Simplement, le fait que je ne le vois pas fait que c'est au niveau inconscient que mon intention va agir. Donc, c'est la raison pour laquelle il est fondamental d'essayer de recueillir cette intention profonde et d'essayer de faire en sorte que cette intention soit vraiment sienne, vraiment reliée à soi, vraiment reliée au sens de notre vie, à l'être que nous sommes réellement. Et donc ça demande d'être conscient justement des différentes synchronicités qui arrivent dans nos vies. C'est un état d'esprit à développer. Avant de provoquer les synchronicités, qui d'ailleurs n'ont pas à être provoquées normalement, c'est un phénomène naturel. Provoquer les synchronicités, c'est intéressant juste pour vérifier que, tiens, la réalité ne fonctionne pas comme on le croyait. Et donc, avant cela, il faut apprendre à se relier à soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire relier à soi ? C'est se relier
à l'être multidimensionnel que nous sommes vraiment. Parce que là, aujourd'hui, tel que nous vivons, nous sommes juste une petite émanation de qui nous sommes réellement, et nous sommes en train de confondre le réel tel qu'il nous apparaît et notre vie telle qu'il nous semble avec... nous sommes en train de penser que nous sommes isolés, alors que pas du tout, puisque notre vie d'ailleurs existait déjà avant notre naissance, de même qu'elle va continuer d'exister après notre mort, mais simplement nous aurons quitté quelque chose qui était nous-mêmes en apparence pendant un certain temps, mais ce qui ne le sera plus ensuite. Donc il faut essayer d'élargir tout ça, de rentrer dans ces dimensions supplémentaires de la réalité pour comprendre que si on veut justement construire notre futur, il ne faut pas aller chercher dans ce qui nous apparaît actuellement au petit être que nous sommes, à notre petit moi, mais il faut aller chercher dans ce que nous sommes fondamentalement bien au-delà de tout ça, et donc essayer de se relier à ça, et pour ça, en fait, c'est tout à fait naturel, simplement, il y a une condition fondamentale à respecter, c'est de se déconditionner. De se déconditionner, il y a 3 sources de déconditionnement, 3 formes de déconditionnement. Le déconditionnement mental qui implique de lâcher prise, ce qui est difficile. Le conditionnement émotionnel qui implique de se faire confiance, ce qui est difficile. Et le détachement, c'est-à-dire le déconditionnement de l'ego, ce qui est peut-être le plus difficile.